maman m'a traité de déchet à Noël. Tout ça parce que j'ai mieux réussi que mon frère adoré, et elle s'attendait à ce que je me contente d'en rire. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fait mes valises, dans un silence absolu. Mon père a dit, tu exagères. Ma mère a dit, au revoir. Je n'ai rien dit. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Elles ont besoin d'actes. Maintenant, il supplie. Alors voilà, ma mère m'a traité de déchet lors du dîner de Noël, devant 18 membres de la famille. Pas pour plaisanter, pas sur le ton de la taquinerie. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et m'a qualifié de déception de la famille, de déchet qui a eu de la chance. Pendant ce temps, mon frère, l'enfant prodige, était assis là, souriant d'un air suffisant, comme s'il venait de gagner un prix. Elle s'attendait à ce que je le prenne à la rigolade, comme je le faisais toujours. Encaisser le coup, sourire malgré tout, maintenir la paix. Mais quelque chose s'est brisé en moi, ce soir-là. Et, pour la première fois en 31 ans, j'ai choisi de penser à moi. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car cette histoire a besoin de contexte. Je m'appelle Nathan, j'ai 31 ans, et je suis l'aîné de 2 garçons. Mon jeune frère, Brandon, a 28 ans, et depuis le jour de sa naissance, ce gamin est devenu le centre de l'univers tout entier de mes parents. Je n'exagère pas. Ce n'est pas une banale histoire de rivalité fraternelle, où je serais amer parce qu'il a eu une plus grosse part de gâteau à un anniversaire, une fois. Il s'agit de décennies de favoritisme systématique, le genre à faire pleurer un réalisateur de documentaire. Grandir dans notre maison de l'Ohio, c'était comme vivre dans 2 réalités différentes. Il y avait la réalité de Brandon, où il était félicité pour le simple fait de respirer, célébré pour son existence, et couvé à chaque échec, comme s'il était une œuvre d'art fragile. Et puis, il y avait ma réalité, où rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Chaque réussite était minimisée, et j'étais fondamentalement traité comme le joueur utilitaire de la famille, celui qui n'existait que pour faire briller Brandon. Quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé à temps partiel dans une épicerie, pour économiser et m'acheter une voiture d'occasion. Il m'a fallu 18 mois de mise en rayon, et de gestion de clients arrogants, pour mettre de côté 3 000 €. Mes parents n'ont contribué à rien, absolument zéro. Ils disaient que ça forgerait mon caractère. Vous savez ce qu'ils ont fait quand Brandon a eu 16 ans? Ils lui ont acheté une Mustang flambant neuve. Payé comptant. Sans poser de questions. Quand j'ai fait remarquer cette injustice flagrante, ma mère a littéralement prononcé ces mots, qui résonnent encore dans mes oreilles aujourd'hui. Elle a dit que Brandon était différent. Que Brandon avait besoin de plus de soutien. Que Brandon était spécial. Spécial. Ce mot m'a hanté tout au long de mon enfance. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était considéré comme normal. Chaque fois que Brandon accomplissait quoi que ce soit, c'était un miracle digne d'être célébré. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne presque parfaite, tout en travaillant 25 heures par semaine. Brandon a obtenu son diplôme de justesse, avec une moyenne médiocre, après avoir été suivi par 3 professeurs particuliers, payés par mes parents. Devinez qui a eu droit à une fête de remise de diplôme avec 50 invités, et un service de traiteur? Petit indice, ce n'était pas moi. J'ai financé mes études universitaires grâce à des bourses, et des programmes de travail-études. J'ai étudié la finance parce que j'étais doué avec les chiffres, et que je voulais de la stabilité, quelque chose que ma famille ne m'avait jamais offert. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en 4 ans, tout en travaillant presque à temps plein. Brandon a abandonné après 3 semestres, parce que l'université n'était pas pour lui. Mes parents ont quand même remboursé ses 28 000 € de prêt étudiant. Ils ont dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Pendant ce temps, j'étais là, à me noyer sous les dettes étudiantes, parce qu'apparemment, j'étais censé me débrouiller tout seul. Pour forger mon caractère, et tout ça. Quand j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'aider, ne serait-ce que pour une partie de mes prêts, de la même manière qu'ils avaient aidé Brandon, ma mère a littéralement ri. Elle a dit que j'étais parfaitement capable de gérer ça tout seul. Elle a dit que Brandon avait besoin de plus d'aide, parce que la vie était plus difficile pour lui. Plus difficile pour le gamin qui n'avait jamais eu de travail, qui n'avait jamais lutté scolairement sans tuteur payé, et qui n'avait jamais eu à se soucier de savoir s'il pouvait se payer ses manuels scolaires. Le 2 poids, 2 mesures était si flagrant, que ce serait drôle si ce n'était pas ma propre vie. Je me souviens d'un repas de Thanksgiving, pendant ma 3e année d'université,
où je suis rentré à la maison, stressé par mes examens finaux et mes horaires de travail à temps partiel. J'ai mentionné que je faisais des heures supplémentaires, pour pouvoir payer mon loyer, et ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de choquant. Elle m'a dit que je devrais me concentrer davantage sur la famille, et moins sur l'argent. C'était cette même femme, qui venait de faire un chèque de 2000 € à Brandon, parce qu'il voulait faire un road trip avec ses amis. Cette même femme, qui ne m'a jamais demandé une seule fois comment je m'en sortais financièrement, ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Après l'université, j'ai déménagé en Arizona pour une opportunité professionnelle, un poste d'analyste débutant dans une société d'investissement. Rien de très prestigieux. Certainement pas de quoi impressionner ma famille, qui pensait que je gâchais mon potentiel, en ne restant pas près de la maison comme le faisait Brandon. Pendant des années, j'ai charbonné. Je parle de journées de 12 heures, de travail le week-end, à devoir constamment faire mes preuves. J'ai gravi les échelons à la dure, parce que personne ne m'a jamais rien servi sur un plateau. Brandon a enchaîné les boulots pendant cette période. Vendeur, employé de restaurant, une brève tentative comme coach sportif qui a duré peut-être 4 mois. Mes parents subventionnaient son loyer, chaque mois sans exception. Ils lui payaient ses courses. Ils se sont portés garant pour son appartement, quand son crédit était trop catastrophique pour qu'il obtienne un prêt. Ils lui ont même acheté une nouvelle voiture, quand la Mustang a finalement rendu l'âme, après des années de négligence. Mais c'est là que les choses ont commencé à changer. À 29 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'au poste de gestionnaire de portefeuille senior. Je gérais des comptes valant des millions. Je gagnais plus d'argent que mes 2 parents réunis. Et soudainement, la dynamique familiale a commencé à devenir bizarre. Ma mère faisait ses petites réflexions à chacune de mes visites. Des choses comme me demander si j'avais vraiment besoin d'un si bel appartement, ou remettre en question la stabilité de mon emploi, ou encore suggérer que je travaillais peut-être trop, et que je devrais ralentir, comme Brandon, qui avait trouvé la paix et la simplicité. La paix et la simplicité. C'est ainsi qu'elle qualifiait son fils adulte, vivant au crochet de leurs économies de retraite, tout en livrant des repas à temps partiel, et en jouant aux jeux vidéo 16 heures par jour. Brandon ne disait jamais rien directement, mais je pouvais sentir le ressentiment émaner de lui, chaque fois que je rentrais à la maison. La façon dont il devenait silencieux, quand je parlais de travail. Ses yeux levés au ciel, quand je mentionnais quoi que ce soit sur ma vie en Arizona. Les commentaires sur le fait que certaines personnes ont juste de la chance, alors que d'autres doivent lutter. Venant du gars qui avait tout reçu sur un plateau d'argent toute sa vie, l'audace était presque impressionnante. J'ai essayé de maintenir la paix pendant des années. Vraiment. J'envoyais de l'argent à la maison quand mes parents se plaignaient de leurs dépenses. J'achetais des cadeaux d'anniversaire à Brandon, qu'il ne remerciait jamais. Je prenais l'avion pour rentrer à chaque grande fête, même si cela impliquait d'utiliser des jours de congé, que j'aurais pu passer à vraiment me détendre. J'ai fait tout ce qu'un bon fils, et un bon frère, étaient censés faire. Et rien de tout cela n'avait d'importance, parce qu'à leurs yeux, je serais toujours le gamin difficile qui est parti, la personne froide qui a choisi sa carrière plutôt que sa famille, celui qui avait besoin qu'on lui remette les pieds sur terre. Ce qui nous amène à Noël dernier, le Noël qui a tout changé. Mon entreprise venait de conclure une transaction majeure, que j'avais dirigée. On parle de la plus grosse acquisition de l'histoire du cabinet. Mon bonus, à lui seul, dépassait ce que mon père gagnait en 2 ans. Je n'allais pas m'en vanter, car ce n'est pas mon genre. Mais j'étais fier. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir vraiment réussi. Comme si toutes ces années de sacrifice et de travail acharné avaient enfin porté leurs fruits. J'ai pris l'avion pour rentrer à Noël, avec un réel espoir dans le cœur. Stupide, je sais. Mais je pensais que peut-être, cette année serait différente. Peut-être qu'ils me verraient enfin. Peut-être qu'ils reconnaîtraient enfin, que leur fils aîné avait construit quelque chose de vrai. Mes parents avaient invité toute la famille élargie, tantes, oncles, cousins, grands-parents. 18 personnes entassées dans leur modeste maison pour le dîner de Noël. La maison était décorée comme un catalogue de fêtes, et ma mère avait cuisiné pendant 3 jours d'affilée. De l'extérieur, tout semblait parfait. Brandon était là, bien sûr, tenant sa cour dans le salon comme il le faisait toujours. Il avait une nouvelle petite amie nommée Ashley, qui semblait assez gentille. C'était une hygiéniste dentaire, qui n'avait manifestement aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait avec ma famille.
Brandon racontait une histoire sur sa nouvelle opportunité de travail, qui s'est avérée être un système de vente pyramidale, MLM, qu'il venait de rejoindre. Mes parents hochaient la tête, comme s'ils venaient d'annoncer qu'il avait guéri le cancer. Quand je suis entré, l'accueil a été tiède, au mieux. Quelques étreintes rapides, les questions de rigueur sur mon vol. Puis, tout le monde s'est remis à se concentrer sur Brandon, sur Ashley, et sur cette incroyable opportunité d'affaires, qui n'était définitivement pas une arnaque pyramidale. Je me suis retrouvé seul, debout près de la table des apéritifs, moins de 10 minutes après mon arrivée. Classique. Le dîner a commencé vers 18h. Ma mère s'était surpassée avec le buffet. Dinde, jambon, tous les accompagnements, de multiples desserts. Nous nous sommes tous serrés autour de la table à manger à rallonge, qui tenait à peine dans la pièce. Je me suis retrouvé coincé entre ma tante Carole et le mari de ma cousine, que j'avais dû rencontrer 2 fois dans ma vie. Le plan de table semblait intentionnel. Brandon était positionné au centre de la table, juste entre mes parents, comme si un trône lui avait été réservé. Ashley était assise à côté de lui, l'air impressionné par tout cela, probablement parce qu'elle ne savait pas encore à quoi s'en tenir. La conversation coulait, comme toujours dans ce genre d'événement, prendre des nouvelles, poser des questions sur les enfants, se plaindre de la météo, de la politique, et du prix de l'essence. Brandon a dominé la majeure partie de la discussion, parlant de sa nouvelle entreprise comme s'il était déjà millionnaire. Mon père n'arrêtait pas d'opiner du chef avec enthousiasme, glissant des commentaires sur le fait que Brandon avait enfin trouvé sa voie. Ma mère rayonnait en le regardant, comme s'il annonçait un prix Nobel, plutôt qu'une arnaque pyramidale évidente. Personne ne m'a posé beaucoup de questions. Comme d'habitude. J'ai surtout écouté et mangé, ce qui m'allait très bien. J'avais arrêté d'attendre de l'attention lors des réunions de famille, depuis des années. On apprend à se faire tout petit, quand on grandit en étant traité comme une réflexion après coup. Puis ma grand-mère, que Dieu la bénisse, a décidé de m'intégrer à la conversation. Elle m'a demandé comment allait le travail. Une question simple, assez innocente. J'ai donné une réponse modeste, disant que les choses allaient bien, que nous avions eu une bonne année, et que j'étais reconnaissant pour les opportunités que j'avais. Je ne me vantais pas. Je ne frimais pas. Je répondais simplement à une question directe de ma grand-mère de 82 ans, qui s'intéressait sincèrement à ma vie. C'est à ce moment-là que ma mère a décidé d'intervenir. Elle a poussé ce rire froid, très théâtral, et a dit quelque chose qui a plongé toute la table dans un silence de mort. Elle a dit qu'il était amusant de voir comment le déchet de la famille finissait par prétendre avoir réussi. Elle a dit que j'avais dû tromper beaucoup de monde pour arriver là où j'étais, parce que ce n'était certainement pas grâce à mon talent, ou à mon travail. Elle a ajouté que Brandon était celui qui avait un vrai potentiel, et que j'avais juste eu de la chance, parce que j'étais prêt à abandonner ma famille pour de l'argent. 18 personnes. 18 personnes ont entendu ma mère me traiter de déchet, me qualifier d'imposteur, et balayer tout ce que j'avais accompli, en le mettant sur le compte de la chance et de la tromperie. Ma grand-mère avait l'air mortifiée. Quelques-uns de mes cousins se sont mis à bouger, mal à l'aise sur leur chaise. Mon père fixait son assiette, comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Et Brandon. Brandon arborait ce petit sourire en coin, qui disait qu'il avait gagné. Ce sourire qui disait que, peu importe ce que j'accomplissais, je serais toujours inférieur à lui aux yeux de notre mère. L'espace d'un instant, j'ai ressenti cette envie familière d'arrondir les angles, d'en rire, de faire une blague d'autodérision qui désamorcerait la tension, et permettrait à tout le monde de faire comme si de rien n'était. C'est ce que j'avais fait toute ma vie. Encaisser les coups, maintenir la paix, protéger le confort des autres, au détriment de ma propre dignité. Mais quelque chose était différent, cette fois-ci. Peut-être étaient-ce les années de manque de respect accumulées. Peut-être était-ce le fait que je venais d'accomplir quelque chose de vraiment significatif, et que ce n'était toujours pas suffisant. Peut-être était-ce d'avoir vu ce sourire suffisant sur le visage de Brandon, une fois de trop. Quoi qu'il en soit, quelque chose en moi est devenu froid. Pas en colère, pas triste. Juste froid. Comme si un interrupteur avait basculé, et soudainement, je pouvais tout voir clairement, pour la première fois. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé ma fourchette, je me suis levé de table, et je suis monté dans la chambre d'amis où se trouvait mon sac. Je pouvais entendre les murmures confus commencer en bas. Ma mère qui criait pour me demander où j'allais.
sa voix prenant déjà ce ton défensif qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait franchi les limites, mais refusait de l'admettre. J'ai fait mes valises, méthodiquement. Les vêtements, les articles de toilette, le livre que j'avais apporté pour le vol, les chargeurs. Tout est retourné dans la valise, avec des mouvements calmes et réfléchis. Pas de précipitation, pas de geste dramatique. Juste un homme qui rassemblait ses affaires. Au moment où je suis redescendu avec mon sac, la moitié des convives s'étaient levés de table. Mon père m'a intercepté dans le couloir, le visage partagé entre la gêne et la frustration. Il m'a dit que j'exagérais. Il a dit que ma mère ne le pensait pas comme ça. Il a dit que j'étais trop dramatique, et que je gâchais le Noël de tout le monde. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme, qui avait regardé sa femme me rabaisser pendant 31 ans, sans jamais intervenir une seule fois. Cet homme, qui avait financé les échecs de mon frère, tout en me laissant lutter seul. Cet homme, qui me disait maintenant que ma réaction, face à une humiliation publique, était le vrai problème. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas expliqué. Je suis juste passé devant lui, en direction de la porte d'entrée. Ma mère m'attendait là, les bras croisés, l'expression de son visage étant un mélange bizarre d'indignation, et de quelque chose qui aurait pu ressembler à de la peur. Elle a dit que si je franchissais cette porte, je faisais un choix. Elle a dit que je montrais à tout le monde qui j'étais vraiment. Elle a dit au revoir comme si c'était une menace, comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre, à la simple idée de perdre son approbation. Je me suis arrêté à la porte. Je l'ai regardée. J'ai regardé Brandon, debout derrière elle, avec ce sourire permanent. J'ai regardé mon père, qui secouait déjà la tête, comme si j'étais la déception incarnée. J'ai regardé les membres de la famille rassemblés dans le salon, observant la scène comme si c'était une émission de télé-réalité. Et je n'ai rien dit, parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots. Elles ont besoin d'actes. J'ai ouvert la porte, je suis sorti, je suis monté dans ma voiture de location, et j'ai roulé jusqu'à l'aéroport. J'ai modifié mon vol pour le prochain départ disponible. Et à 23 h le soir de Noël, j'étais à 10 000 mètres d'altitude, en route pour l'Arizona. Mon téléphone a vibré sans arrêt pendant tout ce temps. Des SMS de ma mère, allant de la colère à la culpabilisation, en passant par de la fausse inquiétude. Des messages de mon père, me disant d'arrêter d'être puéril. Un unique SMS de Brandon qui disait juste « Belle crise de nerfs, frérot ». J'ai lu chacun d'entre eux. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai commandé un soda au gingembre à l'hôtesse de l'air. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Les semaines qui ont suivi Noël ont été intéressantes. Je suis retourné au travail. Je me suis concentré sur mon boulot. Je suis allé à la salle de sport plus intensément que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés. J'ai fait toutes les choses que les gens disent qu'il faut faire, quand on traverse une période difficile. Mais je n'ai pas contacté ma famille. Pas une seule fois. Les messages de ma mère ont évolué au cours de ces premières semaines. La colère initiale a laissé place à la culpabilisation. La culpabilisation a laissé place à des commentaires passifs-agressifs, sur le fait qu'elle espérait que j'étais heureux d'avoir détruit la famille. Puis, tout cela a fait place au silence pendant environ une semaine. Enfin, le silence a fait place à de timides rameaux d'olivier, qui n'en étaient pas vraiment. Des messages me demandant si j'allais bien, mais portant le sous-entendu que je devrais m'excuser d'avoir surréagi. Mon père m'a envoyé exactement 2 SMS. Un pour me dire que ma mère était vraiment contrariée, et que je devrais l'appeler. L'autre pour me dire qu'il espérait que je savais ce que je faisais, en coupant les ponts avec ma famille. Les 2 messages montraient clairement qu'il me considérait comme le problème. Que ma réaction à une humiliation publique était, d'une certaine manière, pire que l'humiliation elle-même. Brandon n'a pas du tout cherché à me contacter après ce premier message, ce qui, honnêtement, était logique. Pourquoi l'aurait-il fait ? Sa position dans la hiérarchie familiale restait sécurisée. Au contraire, mon absence l'a probablement fait se sentir encore plus valorisé. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Non pas parce que j'étais mesquin, ou que je jouais à un jeu, mais parce que je n'avais sincèrement rien à dire. Qui avait-il à discuter ? Ma mère m'avait traité de déchet devant 18 personnes, et s'attendait à ce que j'en rie. Mon père m'avait dit que j'exagérais. Mon frère arborait un sourire suffisant, comme s'il avait gagné une compétition dont j'ignorais même l'existence.
Ce n'étaient pas des gens qui m'avaient mal compris. C'étaient des gens qui comprenaient exactement qui j'étais, et qui avaient choisi de me rabaisser malgré tout. Le silence s'est étiré jusqu'en janvier, puis février. En mars, j'avais passé 3 mois sans parler à aucun membre de ma famille immédiate. C'était la plus longue période de toute ma vie, et honnêtement, c'était le moment le plus paisible que j'avais ressenti depuis des années. J'ai passé ces mois à redécouvrir qui j'étais, en dehors de l'ombre de ma famille. Il s'est avéré que je m'appréciais vraiment, quand je n'étais pas constamment comparé à Brandon, ou quand on ne me faisait pas me sentir comme un étranger dans ma propre famille. J'ai repris des loisirs que j'avais abandonnés il y a des années. J'ai recommencé à lire pour le plaisir. Je me suis mis à la randonnée, parce que l'Arizona offre des sentiers incroyables, et j'avais enfin l'énergie mentale d'en profiter. J'ai même commencé à cuisiner davantage, chose que j'avais toujours voulu faire, sans jamais en avoir le temps. Quand la moindre once de mon énergie allait dans le travail, et dans la gestion du stress familial, la paix était salvatrice. Je dormais mieux. Je riais plus. J'ai cessé d'avoir ce nœud constant à l'estomac, que je traînais depuis si longtemps, que j'en avais oublié ce que c'était de vivre sans. J'ai réalisé à quel point j'avais passé ma vie en mode survie. Toujours à me préparer à la prochaine critique, à la prochaine comparaison, au prochain rappel que je ne serais jamais à la hauteur, peu importe ce que j'accomplissais. Ma famille élargie a commencé à me contacter vers le mois de février. Ma grand-mère a appelé pour prendre de mes nouvelles, et j'ai décroché, car elle n'avait jamais fait partie du problème. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Qu'elle comprenait pourquoi j'étais parti, et qu'elle avait passé un savon à ma mère après mon départ. Apparemment, la moitié de la famille pensait que ma mère avait franchi les limites. L'autre moitié pensait que je devrais simplement passer à autre chose. Les dynamiques familiales sont géniales pour ça. Ma tante Carole, celle à côté de qui j'étais assis au dîner, m'a envoyé un long email, pour s'excuser de n'avoir rien dit sur le moment. Elle a dit qu'elle avait été tellement choquée par les propos de ma mère, qu'elle s'était figée. Elle a ajouté qu'elle avait toujours vu à quel point j'étais traité différemment, et regrettait de n'avoir jamais pris la parole. Ça faisait du bien d'entendre ça. De savoir qu'au moins, certaines personnes l'avaient remarqué. Mais les personnes qui avaient réellement besoin de me contacter. Ma mère, mon père, Brandon. Silence radio. Et ça voulait dire quelque chose. Pas le silence de la réflexion ou des remords. Le silence de ceux qui attendent que je craque le premier. Qui attendent que je cède, et que je revienne en rampant, comme je l'avais toujours fait auparavant. Le travail continuait de bien se passer. En fait, c'était même mieux que bien. Sans l'épuisement émotionnel de devoir gérer les dysfonctionnements de ma famille, j'avais plus d'énergie pour me concentrer, plus de clarté d'esprit, plus de motivation. J'ai obtenu une nouvelle promotion en avril, au poste de vice-président de notre division régionale. J'avais 31 ans, je dirigeais une équipe de 40 personnes, et je gérais des portefeuilles valant des centaines de millions. J'ai acheté une maison en mai. Rien de fou, mais c'était joli. 3 chambres, une piscine, dans un bon quartier avec une vraie communauté. J'ai adopté un chien dans un refuge, un croisé berger allemand de 2 ans nommé Duc, qui est devenu mon meilleur ami presque du jour au lendemain. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle s'appelait Rebecca. C'était une architecte, qui n'avait aucune patience pour les drames familiaux, parce qu'elle avait coupé les ponts avec ses propres parents toxiques des années auparavant. Nous nous comprenions d'une manière qui semblait rare. La vie, faute d'un meilleur mot, était belle. Vraiment belle. Pas la belle vie de façade, que je présentais autrefois aux membres de ma famille, qui s'en fichaient de toute façon. Sincèrement, et authentiquement belle. Et puis, le mois de juin est arrivé. J'ai appris par ma grand-mère que l'entreprise pyramidale de Brandon avait implosé. Choquant, je sais. Il s'est avéré que cette opportunité d'affaires était en réalité un système prédateur, qui s'est effondré lorsque les régulateurs fédéraux s'en sont mêlés. Non seulement Brandon avait perdu tout l'argent qu'il avait investi, mais il avait également convaincu plusieurs amis de la famille de le rejoindre. Ce qui a conduit plusieurs personnes à le menacer de poursuites judiciaires. Mais ce n'était pas le meilleur. Apparemment, Brandon vivait largement au-dessus de ses moyens depuis des mois, s'attendant à ce que l'argent du système pyramidal finisse par couler à flot. Les cartes de crédit étaient au plafond, les loyers impayés, et des prêts avaient été contractés sur tout ce qui pouvait servir de garantie. Quand tout s'est effondré, il s'est retrouvé avec rien. Moins que rien.
Il était endetté à hauteur d'environ 60 000 €, sans aucune perspective d'emploi réel, et avec la réputation, dans notre ville natale, d'être le gars qui avait arnaqué les gens dans un système pyramidal. Mes parents, qui avaient financé son train de vie pendant des années, se sont soudainement retrouvés face à un choix. Le tirer d'affaire une fois de plus, et vider ce qui restait de leurs économies de retraite, ou le laisser affronter les conséquences de ses propres décisions, pour la première fois de sa vie. Ils ont essayé de le sauver. Évidemment qu'ils ont essayé. Mais le trou était trop profond cette fois-ci. Ils ont remboursé certains des créanciers les plus menaçants, ont couvert son loyer pendant quelques mois, puis ils ont heurté un mur. Mon père a été contraint de sortir de sa retraite, et de prendre un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. Ma mère a commencé à faire de la comptabilité depuis chez elle, pour des entreprises locales. À leur âge, ils trimaient juste pour maintenir Brandon à flot. Pendant ce temps, Brandon est retourné vivre chez eux, parce qu'il n'avait plus les moyens de vivre seul. L'enfant roi, âgé de presque 30 ans, était de retour dans sa chambre d'enfant, avec ses parents travaillant pour éponger ses échecs. J'ai entendu tout cela de manière indirecte. Par ma grand-mère, par tante Carole, par le téléphone arabe familial qui, curieusement, me tenait au courant, même si je n'avais pas parlé à mes parents depuis 6 mois. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas ressenti une certaine satisfaction, en apprenant la chute de Brandon. Je suis humain. Après 3 décennies à le voir échouer tout en étant récompensé, pendant que je me battais pour chaque centimètre, il y avait une certaine justice poétique à voir la réalité le rattraper enfin. Mais je n'ai pas non plus ressenti le besoin de fanfaronner. Je n'ai pas appelé pour dire « je vous l'avais bien dit ». Je ne me suis pas immiscé dans leur crise. J'ai simplement continué à vivre ma vie. À bâtir ma carrière, à passer du temps avec Rebecca et Duke, et à savourer la paix que j'avais eu tant de mal à trouver. Puis, les messages ont commencé. Ma mère m'a contacté en premier. Pas avec des excuses. Pas avec une quelconque reconnaissance de ce qu'elle avait dit à Noël. Mais avec une requête. Elle voulait savoir si je pouvais les aider financièrement. Juste temporairement. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Elle a dit, la famille est de la famille. Elle a dit qu'elle savait que les choses avaient été difficiles entre nous, mais que je n'allais sûrement pas les abandonner, au moment où ils avaient le plus besoin de moi. L'audace était presque impressionnante. Cette femme m'avait traité de déchet 6 mois plus tôt. Elle ne s'était jamais excusée, n'avait jamais reconnu avoir fait quoi que ce soit de mal, et maintenant, elle me demandait de l'argent, parce que les échecs de son enfant prodige avaient fini par rattraper tout le monde. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, mon père m'a contacté avec, essentiellement, la même requête, enveloppée dans des mots légèrement différents. Il a parlé de la difficulté de la situation, du fait qu'il ne s'attendait pas à se retrouver dans cette position, et du fait que la famille devait se serrer les coudes dans les bons comme dans les mauvais moments. Il a mentionné ma réussite à plusieurs reprises, soulignant à quel point ils étaient fiers de ce que j'avais accompli. C'est amusant de voir comment cette fierté ne se manifestait, que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Puis, Brandon a pris contact. Ça m'a vraiment surpris. Son message était plus court que les tentatives de nos parents. Moins suppliant, plus arrogant. Il a dit qu'il savait que nous avions nos différends, mais que j'étais toujours son frère. Il a dit qu'il traversait une mauvaise passe, et qu'il aurait bien besoin d'un peu de soutien. Il a promis de me rembourser dès qu'il se serait refait une santé. Il a même glissé un commentaire sur le fait que j'avais toujours été le plus intelligent, et qu'il essayait juste d'apprendre de ma réussite. J'ai lu ce message 3 fois, cherchant la moindre trace de remords sincère. La moindre reconnaissance des années de mauvais traitement. Le moindre signe qu'il comprenait pourquoi j'étais parti. Il n'y avait rien. Juste un enfant gâté, qui s'attendait à ce que l'univers pourvoie à ses besoins une fois de plus. Cette fois-ci, par l'intermédiaire du frère qu'il avait passé 30 ans à mépriser. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. En août, mon silence radio rendait ma famille folle. Je le sais parce que ma grand-mère me l'a dit, et parce que les messages étaient passés de simples requêtes à des exigences, puis à des tentatives de culpabilisation pure et simple. Ma mère m'a envoyé un message me traitant d'égoïste. Disant qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle ait élevé quelqu'un d'aussi sans cœur. Disant que j'abandonnais ma famille dans le besoin, alors qu'ils avaient toujours été là pour moi. Cette dernière partie m'a presque fait rire aux éclats. Toujours été là pour moi? Dans quelle réalité alternative?
Mon père a essayé une approche différente. Il m'a envoyé un long message, m'expliquant à quel point il était déçu de l'homme que j'étais devenu. Comment le succès m'avait changé. Comment il se souvenait de l'époque où j'étais un petit garçon, qui se souciait de sa famille avant tout. Il a dit qu'il espérait que je retrouverais le chemin de celui que j'étais vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Les messages de Brandon sont devenus plus agressifs. Il m'a traité de vendu. A dit que je me croyais supérieur à tout le monde. A dit que j'avais toujours été jaloux de lui, et que c'était ma façon de prendre enfin ma revanche. La projection était presque trop parfaite. Malgré tout cela, j'ai maintenu mon silence. Non pas parce que je jouais à un jeu. Non pas parce que j'essayais de manipuler qui que ce soit, mais parce que j'étais sincèrement passé à autre chose. Leur chaos n'était pas ma responsabilité. Leurs problèmes financiers ne me concernaient pas. Et je n'avais pas à gérer leurs besoins émotionnels. Et puis, ma mère a débarqué chez moi. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon adresse. Probablement par l'un des membres de la famille élargie, à qui j'avais fait confiance pour respecter mes limites. Je suis rentré du travail, un mardi soir, pour la trouver assise sur mon perron. Elle avait l'air plus vieille et plus fatiguée que dans mes souvenirs. Duc devenait fou à l'intérieur, et j'ai pris un moment pour me recomposer avant de m'approcher. C'était la première fois que je la voyais en face à face depuis Noël. Près de 8 mois de silence, et elle était là, sans y avoir été invitée, sur le pas de ma porte. Elle s'est levée quand elle m'a vu arriver. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a commencé à parler avant même que j'atteigne le porche. Les mots se bousculaient pour dire à quel point elle était désolée. Qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit à Noël. Qu'elle était juste stressée, et qu'elle avait passé ses nerfs sur moi. Qu'elle m'avait toujours aimé, même si elle ne l'avait pas montré correctement. Je l'ai laissé parler. Je me suis tenu là, sur ma propre allée, les clés à la main, et je l'ai laissé vider son sac. Les excuses, les prétextes, les justifications, les larmes, les supplications. Elle a parlé de la difficulté des choses depuis mon départ. De la façon dont mon absence avait créé un vide dans la famille. De la façon dont elle restait éveillée la nuit, à se demander où elle avait fait erreur. Du fait qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point ces mots pouvaient blesser, jusqu'à ce qu'elle me voie passer cette porte, à Noël. C'était une performance magistrale. Honnêtement, si je n'avais pas subi 31 ans de son comportement, j'aurais pu y croire. Mais je connaissais ma mère. Je savais comment elle fonctionnait. Et je savais que ses larmes précédaient généralement une demande quelconque. Quand elle s'est enfin arrêtée, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé pourquoi elle était vraiment là. Les larmes ont cessé presque immédiatement. Son expression a changé, et la voilà, la vraie raison. Ils avaient besoin d'argent. La situation de Brandon s'était aggravée. Il y avait des problèmes juridiques, maintenant. De potentielles poursuites de la part des personnes qu'il avait recrutées dans le système pyramidal. Ils faisaient face à la ruine financière, et ils avaient besoin de mon aide pour l'éviter. J'ai hoché la tête lentement. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle ait fait tout ce chemin. Puis je lui ai dit non. Sans colère, sans rancune, juste avec honnêteté. J'ai dit que je n'allais pas renflouer Brandon, ou financer un train de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai dit que, s'ils avaient besoin de conseils financiers, je pouvais leur recommander des professionnels, qui pourraient les aider à restructurer leurs dettes. Mais je n'allais pas faire un chèque pour faire disparaître leurs problèmes. Elle a essayé d'argumenter, de supplier, de culpabiliser. Elle a évoqué tout ce qui lui passait par la tête. Le fait qu'elle m'avait porté pendant 9 mois. Qu'elle s'était sacrifiée pour moi quand j'étais jeune. Que la famille était censée signifier quelque chose. Je lui ai demandé ce que signifiait la famille, quand elle m'avait traité de déchet devant tout le monde. Ce que signifiait la famille, quand elle avait passé 30 ans à favoriser Brandon, alors que j'avais dû tout gagner par moi-même. Ce que signifiait la famille, quand elle n'avait jamais reconnu mes accomplissements, à moins d'avoir besoin de quelque chose de moi. Elle n'avait pas de réponse. Juste d'autres larmes, d'autres moyens de détourner la conversation, d'autres tentatives pour me faire culpabiliser d'avoir posé des limites. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue dans un hôtel en ville, si elle avait besoin de se reposer avant le voyage de retour. J'ai proposé de payer pour une nuit par courtoisie, mais j'ai précisé qu'elle ne resterait pas chez moi, et qu'aucune visite surprise ne me ferait changer d'avis. Elle est partie, sans accepter mon offre pour l'hôtel.
J'ai regardé sa voiture de location disparaître au bout de ma rue, et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de doute. Juste la certitude sereine que j'avais fait le bon choix. Les mois qui ont suivi la visite de ma mère ont été intéressants. La division familiale est devenue permanente. Ceux qui soutenaient ma décision ont maintenu leur relation avec moi. Ceux qui pensaient que j'étais cruel ont progressivement cessé de me contacter. Et honnêtement, ces deux issues m'allaient très bien. Mes parents ont continué à galérer. Ils ont vendu leur maison, et ont emménagé dans un appartement plus petit. Le travail à temps partiel de mon père est devenu un temps plein. Le travail de comptabilité de ma mère s'est développé. Pour la première fois de leur vie, ils faisaient face à de véritables conséquences financières. Brandon a vogué de ci de là pendant un certain temps, dormant sur les canapés de ses amis, enchaînant de brèves expériences dans divers emplois. Ashley l'avait largué vers le mois de juillet, lorsqu'il est devenu clair que son opportunité commerciale était en fait un désastre financier. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un entrepôt quelque part, gagnant enfin son propre argent, pour ce qui était peut-être la première fois de sa vie. Est-ce que je me sentais mal pour eux? D'une manière abstraite, peut-être. Ils étaient toujours ma famille, biologiquement parlant. Je ne leur souhaitais pas de souffrance réelle, mais je n'étais pas non plus prêt à sacrifier mon propre bien-être, pour les sauver des conséquences de leurs propres actes. Rebecca et moi nous sommes fiancés en novembre. Duke a été le porteur d'alliance lors de notre fête de fiançailles, ce qui était exactement aussi adorable que ça en a l'air. Nous avons acheté une maison plus grande ensemble. Nous avons commencé à parler d'avoir des enfants. Nous avons construit une vie qui semblait véritablement épanouissante, d'une manière que je n'avais jamais connue en grandissant. La fête de fiançailles était parfaite. Seulement 30 personnes, qui se souciaient vraiment de nous. Des amis du travail, la famille de Rebecca qui m'a accueilli comme son propre fils. Quelques-uns de mes cousins, qui avaient repris contact après Noël. Pas de drame, pas de plan caché, personne n'essayant de rabaisser qui que ce soit. Juste une célébration sincère de deux personnes qui s'étaient trouvées. Les parents de Rebecca ont pris l'avion depuis l'Oregon pour l'occasion. Son père m'a pris à part à un moment donné, et m'a dit qu'il était heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un qui comprenait l'importance des limites. Il était au courant de ma situation, parce que Rebecca leur en avait parlé. Et au lieu de me juger pour avoir coupé les ponts avec ma famille, il me respectait pour ça. C'était la première fois que je faisais l'expérience de ce que pouvaient être des beaux-parents d'un tel soutien. Le contraste avec ma propre famille était saisissant. Nous avons passé cet hiver-là à planifier notre avenir. Pas seulement le mariage, mais tout le reste. Où nous voulions vivre à long terme, combien d'enfants nous pourrions vouloir, quel genre de vie nous voulions construire. Ces conversations semblaient faciles avec Rebecca, parce qu'aucun de nous ne portait le fardeau d'essayer de plaire à des gens, qui ne seraient jamais satisfaits. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. Quelque chose qui n'était pas alourdi par des dysfonctionnements générationnels. Ma grand-mère est décédée en février de l'année suivante, paisiblement dans son sommeil, à 83 ans. J'ai pris un vol pour l'Ohio, pour les funérailles. C'était la première fois que je voyais mes parents et Brandon depuis plus d'1 an. Les funérailles ont été gênantes, comme on pouvait s'y attendre. Ma mère a essayé de me prendre dans ses bras, comme si de rien n'était. J'ai brièvement accepté l'étreinte, puis j'ai reculé. Mon père m'a fait un signe de tête depuis l'autre bout de la pièce. Brandon a complètement évité mon regard. Nous étions des étrangers qui partageaient le même ADN par hasard, et tout le monde dans ce funérarium pouvait le ressentir. Après la cérémonie, ma mère m'a pris à part. Elle avait l'air sincèrement plus vieille, plus fatiguée, plus abattue. Elle a dit qu'elle avait beaucoup repensé à tout ça. Qu'elle comprenait pourquoi j'avais pris mes distances. Qu'elle aurait souhaité que les choses soient différentes. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus proche de la vérité que tout ce que j'avais reçu auparavant. Je lui ai dit que j'appréciais. Je lui ai dit que j'espérais qu'ils allaient bien. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, ni elle, ni papa, ni Brandon. C'était juste que je ne pouvais pas faire partie d'une famille qui ne me respectait pas. Elle a pleuré. De vraies larmes, cette fois, pas le genre manipulateur de sa visite en Arizona. Elle a demandé s'il y avait un moyen pour que l'on recommence à zéro, un moyen de reconstruire ce qui avait été brisé. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Ce n'était pas une décision hâtive. C'était un moment que j'avais imaginé 1 millier de fois,
depuis que j'avais franchi la porte ce soir de Noël. Je lui ai dit que reconstruire exigerait une vraie reconnaissance de leur part. Une vraie reconnaissance du favoritisme. Une vraie reconnaissance des dommages que cela avait causés. Une vraie reconnaissance du fait que j'avais été traité comme un être inférieur toute ma vie, et pas seulement des mots conçus pour me faire signer un chèque. Une compréhension réelle du mal qui avait été fait. Je lui ai dit que si elle et papa voulaient un jour faire le travail de reconstruire sincèrement notre relation, j'y serais ouvert, mais que ce travail devait venir d'eux. Je n'allais pas les guider pas à pas, ni accepter des demi-mesures, ni faire semblant que tout allait bien pour l'harmonie de la famille. Elle a hoché la tête. A dit qu'elle comprenait. A dit qu'elle en parlerait à mon père. C'était il y a 14 mois. J'ai reçu une lettre de ma mère le mois dernier, une véritable lettre manuscrite. Comme elle le faisait quand j'étais à l'université, avant que notre relation ne se détériore. Elle faisait 6 pages de long. Elle a passé en revue des souvenirs précis de mon enfance. La fois où ils ont oublié mon 15e anniversaire, parce que Brandon avait un tournoi de football. La fois où ils ont raté ma cérémonie de remise de diplôme universitaire, parce que Brandon était malade avec un rhume. La façon dont ils présentaient toujours Brandon en premier lors des événements familiaux, parlait toujours plus de lui. Me faisait toujours me sentir invisible. Elle a tout reconnu. Chaque cas que j'avais mentionné lors des funérailles, et une douzaine d'autres que j'avais oubliés. Mon père a ajouté une page à la fin, plus courte, plus pragmatique, mais il a admis qu'il avait failli à son devoir, en ne prenant jamais ma défense quand il aurait dû le faire. Il n'y avait aucune demande d'argent, nulle part dans cette lettre. Aucune demande de quoi que ce soit. Juste 2 personnes qui assumaient enfin 30 ans d'erreur. J'ai appelé ma mère le lendemain, pour la première fois en près de 2 ans. Nous avons parlé pendant près de 3 heures. Elle a pleuré. Pas moi. Je lui ai dit exactement ce que j'avais ressenti pendant ces années. Elle a écouté sans chercher d'excuses. Ça, c'était nouveau. 2 semaines plus tard, ils ont pris l'avion pour l'Arizona. Je suis allé les chercher à l'aéroport. Ma mère m'a serré dans ses bras, et ne m'a pas lâché pendant une bonne minute. Mon père m'a serré la main, puis m'a pris dans ses bras, lui aussi. C'était la première fois qu'il faisait ça, depuis que je devais avoir 12 ans. Ils sont restés 5 jours. Ils ont rencontré Rebecca comme il se doit. Sont tombés amoureux de Duke immédiatement. Mon père a passé toute une après-midi à lancer une balle de tennis dans le jardin, jusqu'à ce que Duke soit épuisé. Ma mère a aidé Rebecca à choisir les couleurs de peinture pour la chambre du bébé. Des trucs de famille normaux, le genre de choses que je n'aurais jamais pensé partager avec eux. Lors de leur dernière soirée, nous nous sommes assis sur le patio arrière après le dîner. Mon père s'est raclé la gorge, et a dit qu'il avait quelque chose à m'annoncer. Il a dit qu'ils avaient officiellement, et complètement, coupé les ponts avec Brandon. Plus d'argent, plus de sauvetage, il ne couvrait plus son loyer ni ses erreurs. Il a dit qu'ils auraient dû le faire 20 ans plus tôt, mais qu'ils avaient trop peur qu'ils ne s'en sortent pas. Il a ajouté que le fait de me voir partir, ce Noël-là, leur avait fait réaliser qu'ils avaient protégé le mauvais fils. Ma mère a ajouté que Brandon l'avait mal pris. Qu'il les avait insultés de tous les noms, les avait accusés de m'avoir choisi à sa place, et avait menacé de ne plus jamais leur adresser la parole. Ils l'ont laissé faire. Ils lui ont dit que s'ils voulaient revenir dans leur vie, ils devraient le faire selon ses conditions d'adulte, sans attendre de cadeaux. Aux dernières nouvelles, Brandon travaillait toujours dans cet entrepôt, et vivait toujours avec un ami, dans un appartement exigu. Toujours amer, toujours à rejeter la faute sur les autres, sauf sur lui-même. Ashley l'a largué il y a 8 mois, quand l'argent est venu à manquer. Il a essayé de me contacter une fois, il y a environ 3 mois. M'a demandé si je pouvais lui prêter 5 000 € pour lancer une nouvelle entreprise. Je n'ai pas répondu. Rebecca et moi nous sommes mariés en avril. Une petite cérémonie de 50 personnes. Mes parents étaient là, assis au premier rang. Ma mère a pleuré tout du long. Mon père s'est approché de moi par la suite, et m'a dit qu'il était fier de moi. C'était la première fois qu'il me disait ces mots en face. Duke a été notre porteur d'alliance. Avec un smoking sur mesure. Il a volé la vedette. Rebecca a encore environ 200 photos de lui sur son téléphone, rien que de ce jour-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne, et ça nous permet de vous proposer des histoires toujours meilleures. Merci.